Le Mucem est assis au bord de la ville, les pieds dans l'eau et Marseille dans les oreilles. Tout autour du musée, Elle a pris des couleurs. des lieux, des personnages et surtout des histoires. Juste là, histoire d'à côté du Mucem. Il n'y a pas d'embrouille, comme on dit, quoi. C'est l'âme de village, franchement. C'est pas pour l'argent qu'il fait ça. C'est parce qu'il aime ça. Il aime côtoyer les gens. Il aime. Oui. Parce que vraiment, les pierres plates, c'était notre plage. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Épisode 6, Barquette Renaissance. À côté du bac à bois. Au cœur de la passe d'entrée du Vieux-Port et du port de commerce de Marseille, une mini-calanque est toute dédiée aux activités nautiques. Le Mucem nous fait coucou tous les matins avec le lever du jour et il nous fait coucou aussi tous les soirs en s'éclairant. Il fait partie de notre décor. Des descendants d'une famille Borgia venue d'Italie y entretiennent et rénovent les fameuses barquettes marseillaises depuis les années 50. Denis Borg, des chantiers Borg, est le petit-fils de cette famille de charpentiers de marine. On sait que ça fait plus de 3 générations, ça ne se limite pas à grand-père, mais bien au-delà, qu'on pratique l'art du métier de charpentier de marine, ce qu'on appelle tailleur de hache, maître de hache, puisque ce sont ceux qui maîtrisent la hache, qui vont en forêt pour abattre les arbres et qui vont comprendre au niveau de l'architecture quel type de bois il faut pour construire ces bateaux. Donc c'était vraiment une science. Et on se retrouve donc en Tunisie, il y a encore 2 siècles de ça, dans une communauté italienne, ça c'est pour les Borg. On connaît l'histoire de la Tunisie dans les années 50, tout le monde dehors, pour ceux qui sont pas tunisiens. Et papa et grand-père arrivent dans les années 50, en s'installant sur Marseille. Et grand-père travaille un tout petit peu, la ville a rappelé à continuer sa vie ailleurs dans les étoiles. Et papa a continué depuis l'âge de 18 ans à être charpentier de marine ici. D'abord au bassin du Carénage, s'il faut situer géographiquement où est-ce qu'il a commencé à travailler, jusqu'à ce que le bassin du Carénage soit voué en creusant le tunnel à avoir une autre activité et décalé et délocalisé ici à la Hanse du Pharaon. Voilà. La Hanse du Pharaon, elle, qui a toujours été un lieu de construction et d'entretien de bateaux depuis presque toujours. Voilà. Il reste peu de spécialistes des barquettes. Tous venaient d'Italie au milieu du 19e siècle. Alors moi j'ai appris tout seul. Il n'y a pas de pédagogie à l'apprentissage dans la génération d'avant. Alors j'ai appris avec mon papa, j'ai appris avec ses pairs, surtout avec ses collaborateurs, et j'ai appris en dehors des heures de boulot, parce culturellement parlant, on n'apprend pas le métier à quelqu'un, parce que si on l'apprend, il va vous prendre vous allez lui prendre sa place, parce que vous savez. Et si vous lui prenez sa place, vous lui prenez ce qui va lui servir à manger à la fin de la journée ou à la fin du mois. Alors ça c'est pas méchant ce que je suis en train de dire, c'est simplement culturel, donc il n'y a pas d'accès à la pédagogie pour apprendre le métier. Ça c'était avant. Donc c'est un contrat d'apprentissage, hein, et il fallait se taire, il fallait être sage, se mettre de côté et observer, se nourrir de ses erreurs. J'ai très souvent vu mon papa ou ses collaborateurs ne pas m'expliquer les choses, mais les casser quand je les avais faites. C'est pas comme ça, mais tu vas finir par savoir, mais continue à observer, tu vas y arriver. En contrepartie, ça fait mal, hein. Ça fait très mal au niveau de son ego, de son orgueil. La validité de tout ça, c'est que quand on sait, c'est fini, on peut plus vous l'enlever. Voilà. Et la fierté, on peut l'avoir qu'à soi, et pas à celui qui est venu vous donner le savoir et vous le partager. Donc il y a une force là-dedans. J'ai rompu considérablement avec cette démarche auprès de mes collaborateurs et de tous ceux qui sont en contrat d'apprentissage ici, parce qu'il y avait une véritable démarche pédagogique.
à travers laquelle j'ai beaucoup souffert et j'ai plus voulu souffrir et j'ai voulu dire et j'ai voulu donner. Et puis là où c'est beau, c'est de voir que ça marche, que ça match, qu'ils sont en compétence, en autonomie, et qu'avec ce que je leur ai passé, on continue à évoluer ensemble. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. Entretenir les barquettes nécessite un savoir-faire. Nous sommes passés du secret vital à une transmission nécessaire afin de perpétuer des traditions qui pourraient un jour répondre à certaines nécessités de notre époque. On fait les choses comme on les a toujours faites. On s'emploie surtout à les transmettre. On va un petit peu à contre-courant de ce que la société de consommation demande à tout le monde. Moi, je dis que pour être content, il faut du temps. Et donc, il faut du temps pour faire les choses. Et il faut beaucoup de temps pour restaurer et entretenir ces bateaux. Ça a toujours été le bateau du peuple, la barquette. Hein. Ça n'a jamais été comme ça peut l'être maintenant. Quelque chose pour qu'on puisse s'illustrer, il fallait mettre beaucoup de sous dedans, parce que ça coûte quand même des sous de faire restaurer un bateau. Ça coûte entre 15 et 50 000 euros pour un bateau de 7-8 mètres. Alors les propriétaires, c'est des Marseillais, mais c'est aussi des gens qui veulent s'approprier l'identité d'être Marseillais en ayant une barquette. Et de connaître cette espèce de navigation, on dit entre guillemets, c'est du slow yachting, on va aller très doucement. Et on va aussi s'offrir la possibilité, c'est un petit peu dans l'air du temps depuis un peu moins de 10 ans, de pouvoir participer à la restauration et au renouveau de ce patrimoine maritime local. Pendant qu'au loin passe devant le Mucem un car ferry en direction d'Oran, un rayon de lumière filtré par la vitre vient éclairer un bateau en forme de navette, ce fameux biscuit marseillais. Un charpentier prend une pause en regardant la mer. C'est déjà un cadre de travail assez exceptionnel, puisqu'on est au bord de l'eau, en plein centre de Marseille, dans un endroit calme et assez paradisiaque. Donc ça c'est top, on est une petite structure, on est 2 salariés aujourd'hui dans l'entreprise. Donc voilà, avec beaucoup de responsabilités, l'occasion d'apprendre, de tester, de faire des erreurs, de se rattraper. Et donc c'est cool, on apprend vraiment très vite. Moi j'ai commencé le métier il y a 2 ans maintenant et aujourd'hui je suis en quasi-autonomie sur des projets de grosses rénovations, quoi. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça c'est donc une barquette marseillaise qu'on a été obligé de stratifier, c'est-à-dire qu'on est venu plastifier la coque pour pouvoir la sauver parce qu'elle est en très très mauvais état. Et donc là je viens de finir les enduits de coque pour bien la lisser et je suis en train d'attaquer la mise en peinture. Voilà, et ensuite ce sera le tour de toute la réfection du plan de pont. Donc on est venu doubler le plan de pont et maintenant on va venir le latter avec des petites lattes en iroko. Et voilà, on est venu encastrer les capots, etc. En fait, c'est le but, et c'est ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on transforme des assez vieux bateaux qui étaient pour la plupart des bateaux de pêche en bateaux de plaisance. Donc parfois avec des grandes plages pour bronzer, etc. Parfois des grands espaces de vie, parfois plutôt des cabines habitables pour pouvoir dormir, aller passer 1 ou 2 nuits sur le bateau. Voilà, en fonction de la demande du client. Lorsqu'on en fait le tour, on s'aperçoit que le bateau n'a pas tout à fait la forme d'une navette. Un peu comme si quelqu'un avait croqué dedans, par la poupe. Oui, au niveau de la carène, elle est un petit peu spéciale. C'est une carène à fond plat à l'arrière. Donc voilà, c'est des bateaux qui sont arrivés un peu plus tard, et notamment après l'avènement des moteurs, etc., quand les moteurs ont commencé à devenir plus puissants, puisque le cul pointu de la barquette a tendance à s'enfoncer dans l'eau, ce qui fait que la barquette vient vraiment déplacer une masse d'eau assez importante et a du mal à aller assez vite. Donc petit à petit, on a vu dans l'histoire des bateaux arriver avec des fonds beaucoup plus plats pour venir flotter un petit peu plus et permettre à la barquette d'avoir des meilleures performances au moteur. Les couleurs, c'est les couleurs d'origine, c'est les couleurs du propriétaire. Là, c'est bleu et blanc en l'occurrence. Mais voilà, c'est sympa aussi d'avoir des barquettes un peu colorées. C'est l'origine de la barquette. On dit, la légende dit, mais je pense que c'est pas qu'une légende, que les barquettes sont souvent très colorées, rouge, jaune, vert, parfois des couleurs qui vont pas du tout ensemble, parce qu'en fait, les pêcheurs repeignaient la barquette avec les anciens pots de peinture qui traînaient dans le garage, de la cuisine, du salon, etc., etc. C'est pour ça qu'on retrouve plein de couleurs. Et nous, on est dans une période où il y a beaucoup de gens qui veulent des choses beaucoup plus sobres,
très blanc, parfois même du noir, un peu de gris, etc. Donc nous on est content de voir un peu des barquettes arriver avec des couleurs flashy, c'est cool. C'est un peu plus solaire, un peu plus sympa, quoi. Les bateaux qui entrent et sortent de la passe produisent de petites vaguelettes. Elles viennent caresser la plage de pierre, plus que de galets, de l'anse du Pharo. D'un côté se trouvent des bâtiments en activité, comme le chantier Borg. De l'autre côté, des ruines d'activités anciennes sont pleines de graphes. Ici sont les origines de Marseille. Les premiers phocéens sont passés par là. L'anse du Pharo, depuis, je crois que les plus vieilles traces, c'est 200 après Jésus-Christ, puisqu'on a un ancien quai romain, ça a toujours été une zone de construction et de vie aussi, puisqu'on a des sources qui tombent de la falaise du palais du Pharo, des sources d'eau douce. Donc s'il y a une source d'eau douce, il y a la vie qui va avec, et il y a la construction des bateaux qui se faisait ici depuis toujours. Toutes les entreprises qui ont évolué à l'anse du Pharo ont toujours été dédiées à l'activité liée au nautisme et à l'univers professionnel de la mer. Parce que d'abord pour les plages, on va être au rock'n'roll, mais ce sont des sédiments qui sont hyper pollués au niveau de l'anse du Pharo. On peut pas du tout se baigner, on peut pas du tout prétendre à avoir une réelle activité de plagiste. Bientôt, un village nautique devrait être installé ici et le chantier Borg devrait y trouver sa place. Alors là, l'histoire du chantier, c'est de prendre un nouveau tournant avec quelqu'un qui nous accompagne dans son histoire. On fera toujours, ça s'appellera toujours chantier naval Borg, on fera toujours de la barquette et du bateau bois. L'idée de se dire, c'est qu'avec des propulsions dites décarbonées, c'est-à-dire avec des propulsions électriques, on va pouvoir redessiner les contours de ces bateaux en se disant qu'on peut les motoriser en électrique, et comme la propulsion électrique elle impose des capacités d'autonomie, on va pas dire qu'elles sont courtes, mais qu'elles peuvent être courtes si on fait pas attention. Ça nous permet nous aussi en contrepartie de mettre ces bateaux à la voile et au gréement comme ils l'étaient avant, avec des gréements traditionnels, et c'est quelque chose de fabuleux et de formidable pour demain. À côté, on perce, on gratte, on soigne une vieille barquette usée par la mer et par l'oubli. Je suis charpentier de marine, je m'appelle Cyprien Lesquier. Je suis à mon compte depuis novembre et là je suis accueilli au chantier Borg pour rénover cette barquette. Donc notre job c'est vraiment refaire toute la charpente, tous les bordés, permettre de voir et de faire que ces barquettes continuent à naviguer 50 ans de plus. Là je suis en train de revisser les bordés et là je prépare pour lui permettre de venir se tanker dans le bois sans éclater la membrure qui est derrière. La membrure c'est comme les côtes du bateau. Là, on a la charpente axiale, c'est la colonne vertébrale qui court de la proue à la poupe et tout du long on a 28 coupes je crois, donc 28 rangées de côtes. Bâbord, tribord, composé d'au moins 3 pièces de chaque bord. Je vous laisse faire le calcul pour le nombre de vis. Travail à répétition, mais vital. C'était un épisode de Juste là, histoire d'à côté du Mucem, un podcast proposé par le Mucem, écrit et réalisé par Anne-Sophie Lebon et Philippe Pujol, mixage et sound design François Charrier, musique Jean-Michel Burgère.